Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on vous accueille dans une nouvelle saison de C'est à lire et on accueille Philippe Grandcoin, historien et romancier. Philippe Grandcoin, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, avec ce roman que vous co-signez avec Bernard Aumasson, Là où montent les morts, les vies d'Ernest de Fontaubert, édité par La Geste, collection Les Moissons, vous nous lancez sur un cold case. Ernest de Fontaubert, il naît et grandit, enfin surtout il grandit dans ce monde après la Révolution française, et son père n'a de cesse de vouloir retrouver un statut social et donc une fortune dans cette France de l'Empire, de la Restauration, des années 1815-1848. Il y arrive tant bien que mal. Vous avez dit château de Montsigou, alors il faut imaginer à l'époque quelque chose qui ressemble plus à une petite maison de maître qu'à un château, mais il n'empêche, à 50 mètres de là, il y a les ruines d'un château féodal, qui a été repris par Du Guesclin aux Anglais pendant la guerre de 100 ans. On va dire, tout va bien. Sauf que la famille, Ernest a beaucoup de frères et sœurs, c'est une famille nombreuse, et finalement c'est pas si facile que ça de retrouver, une position dans la France post-révolutionnaire. D'ailleurs, ce récit, avec de nombreuses sources historiques de Bernard Aumasson, dessine plusieurs époques. Vous l'avez dit, la Révolution française et ses conséquences en province, le départ d'aventuriers en Californie sur la piste de l'or, le souffle du romancier que vous êtes parcourt ce récit. On ne s'ennuie pas. Alors, comment rendre vie à ce squelette dans ces moments de l'histoire et tous ces bouleversements ? Vous l'avez dit, Bernard Aumasson s'est passionné pour cette affaire-là parce que il a en fait des liens de proximité par sa famille avec Montsigou. Et il trouvait que le récit, on va dire, de la légende autour d'Ernest de Fontaubert, très rapidement parti en Californie au moment de la Révolution de 1848 et de la ruée vers l'or, parce que d'une certaine manière, la Révolution de 48 brise ses espoirs de reconstitution d'un monde où la noblesse aurait toute sa place. Et donc un Ernest qui part en Californie, qui ne revient pas, apparemment, et donc qui serait ce fameux squelette. Cette légende, il trouve qu'il y a des incohérences. Et donc il va énormément travailler, dépouillant les actes notariés, dépouillant l'état civil, dépouillant énormément de choses, y compris aux États-Unis. Donc là, on a une masse documentaire. Et j'ai envie de dire, la réalité dépasse la fiction. Oui, parce que jusqu'à aujourd'hui, ce squelette soi-disant d'Ernest de Fontaubert reste un mystère. Sauf que vers la fin, on pressent qu'en fait, ce n'est plus un mystère grâce à la technologie. Mais ça, on va en parler. On va pas dévoiler la suite de l'histoire. Mais je voudrais revenir, moi, sur le cadre de ce Périgord vert, qui est ce cadre de ce récit, ainsi que les maisons, les paysages, ses habitants, les gens qui travaillent la terre et qui vivent ici. Vous écrivez qu'il suffit pour accréditer ce récit de multiplier les effets du réel, des preuves qui n'ont de valeur que par la force du réel, au sujet de la légende écrite par Antoine Véléry. Alors, en quelque sorte, vous nous expliquez comment peut-être vous manipulez le lecteur, où est le vrai et où est le faux vrai de ce récit. Alors, c'est pas moi qui manipule le lecteur. Celui qui a manipulé le lecteur, vous l'avez cité, c'est Antoine Véléry. Antoine Véléry, au début des années 1930, raconte en feuilleton, dans le Courrier du Centre, une histoire autour de ce squelette et autour de la famille de Fontaubert. Une histoire qui mêle des aspects absolument romanesques, on va dire, notamment la ruée vers l'or, mais des aspects extrêmement sordides aussi, on peut le dire, alors sans tout dévoiler. Disons que à ses yeux, la famille de Fontaubert, c'est une famille dysfonctionnelle, mais vraiment puissance 10. C'est une enquête historique. Historien ou romancier, dans quel rôle vous préférez évoluer ? Mais je crois que celui-ci, c'est le meilleur. C'est-à-dire qu'il est l'un et l'autre. Il est historien parce que j'ai un matériau historique. Et le paradoxe, c'est que ce n'est pas moi qui l'ai récolté. Et romancier parce que y a une mise en récit par rapport à ce matériau-là. Il n'y a jamais d'affect, il n'y a jamais de choses personnelles. On n'a pas les mémoires d'un des membres de la famille, par exemple. On n'a pas de journal intime ou même de correspondance, ou vraiment très très peu de choses. Et donc,
la psychologie des personnages historiques, il faut l'imaginer à partir de ça. Et c'est là où, effectivement, le travail, on va dire, romanesque intervient le plus. Et bien justement, on est plongé dans cette histoire. Aujourd'hui, vous pensez que cette histoire va permettre peut-être d'apaiser les tensions qui ont existé autour de cette histoire, peut-être de calmer les esprits autour de ce squelette? Je sais pas. Alors d'abord, je suis pas sûr qu'il y ait eu énormément de tensions. C'est-à-dire que la légende, qui naît en 1913, quand le squelette est découvert, et surtout dans les années 30, avec le récit donc d'Antoine Valéry, c'est une légende qui a tellement pris corps qu'elle est devenue, dans les années 80, 90, enfin presque, on va dire jusqu'à aujourd'hui, quasiment jusqu'à aujourd'hui, elle est devenue une vérité. Et je pense qu'au contraire, le livre, il risque plutôt ranimer des débats autour de l'identité du squelette, de la véracité ou non de cette légende qui passe pour un récit canonique dans une partie de la population locale. Je ne sais pas comment il l'est reçu ou il a été reçu par les gens de Montsigou et autour, enfin si, par certaines personnes, mais ces personnes-là sont celles qui déjà ne croient plus à la légende. Donc le livre n'a pu être que reçu positivement. Pour ceux qui croient dur comme fer à la légende, ça va être sans doute l'objet de débat. C'est-à-dire se termine. Philippe Grandpoint, merci d'être passé nous présenter cet ouvrage. Merci à vous. Là où mentent les morts, les 7 vies d'Ernest de Fontaubert, édité par La Geste dans la collection Les Moissons.